Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de ce soir. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le Conseil des ministres avec le président Alassane Ouattara à sa tête pour évoquer entre autres plusieurs projets d'infrastructure. Le concours professionnel de l'ENA s'est ouvert avec plus de 4500 fonctionnaires engagés ce mercredi matin dans les épreuves écrites. Et enfin au Mali, l'état-major fait face à des pertes de rang après une série d'attaques djihadistes. Ce mercredi au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres où plusieurs sujets d'envergure nationale ont été abordés. Parmi eux, le prolongement de l'autoroute du nord de Bouaké jusqu'à Darakokaa et la réhabilitation de l'axe Petit-Natian-Kafolo-Téini dans le nord-est du pays. De quoi renforcer la connectivité et stimuler le développement économique dans ces régions. Tanguy Conan et Pierre Dipomélin étaient sur place pour nous apporter tous les détails. Le prolongement de l'autoroute du Nord avec la réalisation du segment Bouaké-Darakokaya, long de plus de 50 km au centre-nord du pays, était au nombre des sujets débattus au Conseil de ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Sur ce projet, c'est la BID, Banque islamique de développement, qui accompagne la Côte d'Ivoire avec une vente à tempérament de plus de 100 milliards de francs CFA. Ratification de l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant total de 182 260 000 €, soit un peu plus de 119 milliards de francs CFA, conclu le 27 juin 2024 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet de construction de l'autoroute Bouaké-Darakokaa. Le projet prévoit la construction d'une chaussée de 2 fois 2 voies de 54,5 km afin d'améliorer le trafic le long du corridor national et la régionale A3, reliant donc le port autonome d'Abidjan à l'arrière-pays. Le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Petit-Natian-Kafolo-Téini était également sur la table du Conseil. Cette fois, c'est la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, qui accompagne ce projet à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Ratification de l'accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA, conclu le 7 juin 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, donc la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Petit-Natian-Kafolo-Téini, donc dans le nord-est de notre pays. Ce projet vise à désenclaver les différentes localités situées dans la zone d'intervention directe du projet dans l'extrême nord du pays et à fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins. Le porte-parole du gouvernement a également annoncé la réhabilitation des immeubles administratifs, notamment la tour C et C Broco, en vue d'augmenter leur capacité d'accueil tout en les mettant à niveau. La deuxième édition du Forum des transports de la BAD, Banque africaine de développement, s'est ouverte à Abidjan ce mercredi. Il s'agit pour les décideurs politiques, experts et industriels de plancher sur l'accélération de la connectivité durable des transports et de la logistique dans une Afrique en perpétuel mouvement. Pierre Dipomélin, Bobby Philémon. Environ 400 décideurs politiques, industriels et experts du continent réunis pendant 3 jours à Abidjan à l'occasion de la deuxième édition du Forum africain des transports. Cette rencontre de haut niveau marquée par des tables rondes et de panels vise à apporter des solutions innovantes pour accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique en Afrique. 54 pays, il faut les interconnecter. Il faut qu'ils soient interconnectés pour pouvoir créer un marché. Et ce marché, vraiment, on le veut global et un marché intégré, et surtout dans le cadre de la ZLECAf, qui est le cadre dans lequel on veut vraiment fleurir, faire développer le commerce intra-africain et également avec le reste du monde. Donc sans coopération, on va avoir des États qui ne peuvent pas avoir des infrastructures modernes, viables, qu'il faut, ou bien créer des marchés et puis aussi le commerce à longue distance pour pouvoir faire le développement économique. Ouvert ce matin, le forum s'achèvera le 20 septembre prochain. Les sujets de préoccupation majeures sont la promotion de la participation du secteur privé, les solutions intégrées et intelligentes en matière d'infrastructures et les mécanismes de financement innovants, la sécurité routière
la multimodalité et les défis de la mobilité urbaine. Ce mercredi matin, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a officiellement lancé les épreuves écrites du concours professionnel de l'ENA. Plus de 4500 fonctionnaires sont en lice pour ces examens qui représentent une étape importante dans leur carrière. Le point sur l'événement avec Pierre Dipomella. Dès 7 h ce matin, les portes de l'ENA, École normale d'administration, se sont ouvertes aux 4571 fonctionnaires candidats au concours professionnel. J'étais en train de rechercher ma salle parce que je viens d'arriver. Sur la convocation, c'est indiqué que c'est le bâtiment, mais je recherche la salle en fonction de l'affiche qui était l'affiche des candidats. Installés dans les salles de composition, c'est la concentration et les derniers coups d'œil sur les notes préparatoires. Ce matin, nous allons passer à la note de synthèse. Donc encore, nous sommes en train de revoir un peu la méthodologie de la note de synthèse. Donc j'étais les derniers coups d'œil pour pouvoir se rafraîchir encore une dernière fois à la mémoire. Il était important que je revienne à l'ENA. Je suis déjà passé ici. Donc, il était important pour nous qui avons commencé au plus bas niveau de faire montre de courage et d'avancer, quoi. Quelques instants après, arrive la ministre de tutelle. Vous savez parfaitement que le concours de l'ENA est très sélectif. Je voudrais vous inviter à vous concentrer sur ce que vous savez déjà. Quelques conseils d'usage et la distribution des copies. Donner à la Côte d'Ivoire des fonctionnaires de haute qualité professionnelle, c'est ce qui justifie la rigueur autour du concours d'entrée à l'ENA, a indiqué Anne-Désirée Oloto. Je suis venu également rappeler aux candidats et aux organisateurs la nécessité de tout mettre en œuvre pour que l'ENA demeure cet établissement qui forme l'élite nationale de notre administration publique. Et cela requiert rigueur, fermeté, discipline de la part des candidats et tout naturellement, supervision rigoureuse de la ministre d'État que je suis. Je voudrais tout simplement rappeler qu'on ne peut pas payer pour entrer à la fonction publique. On ne peut pas non plus payer pour entrer à l'ENA. Nous surveillons ces concours d'entrée à l'ENA, concours direct ou professionnel, comme du lait sur le feu. Après cette étape d'admissibilité, qui fait suite à une présélection, viendra l'oral. Au niveau du concours direct, le cycle moyen enregistre 1085 candidats, le moyen supérieur 1295 et le supérieur 1008 candidats. Quant au concours professionnel, 262 pour le cycle moyen, 398 au moyen supérieur et 523 pour le cycle supérieur. Et pendant que ces fonctionnaires planchent sur leur avenir, un fléau continue de ronger l'économie ivoirienne, la contrefaçon. Le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, en collaboration avec les unités de gendarmerie, a réussi à intercepter 2 camions transportant 800 balles de pagne contrefait. Ces produits, qui imitent une célèbre marque ivoirienne, étaient en route depuis un pays de la sous-région. Une saisie qui évite un important préjudice économique pour la Côte d'Ivoire. Nadia Edja et Karine Cassi nous en disent plus. Alors que les vérifications se poursuivent sur la marchandise saisie dans ces 2 camions remorques, on estime à au moins 223 balles, d'une valeur de 111 millions de francs CFA, les contrefaits contenus dans ce lot de produits qui provenaient ce jeudi 12 septembre 2024 d'un pays limitrophe. C'est aux environs de 6 h du matin ce jour-là que l'alerte a été donnée aux membres du Conseil national de lutte contre la contrefaçon. Appuyés par les unités de la gendarmerie, ils ont pu intercepter ces véhicules au niveau de la commune de Port-Boué avant de les conduire au camp commando de Koumassi pour le dépotage et les vérifications. Des motifs et dessins, propriétés industrielles et intellectuelles de la marque ivoirienne de pagne, ont été copiés par les trafiquants qui comptaient commercialiser ces faux textiles sur le marché ivoirien. Depuis le début de l'année, on note déjà 3 prises du genre. Une pratique illégale qui touche tous les secteurs d'activité et impacte négativement l'économie nationale, mais aussi la santé des populations. Et cette semaine, Abidjan accueille les députés et sénateurs membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. Au cœur de cette 34e session extraordinaire, les partenariats publics-privés et la question énergétique, le transport maritime, fluvial et lagunaire figurent également au programme de cette importante rencontre. Salif Yalekoué et Tanguy Conan nous en rapportent les enjeux.
Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille pour 5 jours la 36e session extraordinaire du CIP-UEMOA, le Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plusieurs sujets au menu de cette rencontre, notamment les centres de soins spécialisés de haut niveau et la problématique du transport maritime, fluvial et lagunaire. L'objectif visé à travers ces 2 communications et les débats qui s'en suivront est d'aider les membres du CIP à mieux appréhender l'état des lieux des 2 problématiques communautaires majeures au sein de notre Union, à savoir les soins de santé d'une part et les questions de transport dans un contexte ému par la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Représentant Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne à l'ouverture des travaux, le vice-président Sidiki Konaté, s'est félicité de cette rencontre en terre ivoirienne. Cette rencontre est également une occasion privilégiée de consolider les liens d'amitié, de fraternité et de collaboration entre nos différents parlements, tout en renforçant les valeurs communes qui nous unissent. C'est ensemble, à travers le dialogue et le partage d'expériences, que nous pourrons atteindre nos objectifs, c'est-à-dire bâtir des institutions plus fortes, plus résilientes, capables de répondre aux attentes de nos populations. Le CIP regroupe 40 députés des États de l'UEMOA, soit 5 députés par État membre et préfigure le Parlement de l'Union. Il constitue une véritable représentation des populations de l'UEMOA dans leur diversité culturelle, intellectuelle et professionnelle, en vue de leur meilleure implication à l'édifice de la gouvernance démocratique, économique et politique. Le championnat ivoirien de football reprend bientôt, mais l'Africa Sport d'Abidjan se trouve en Ligue 2, une situation contestée par le club qui souhaite retrouver ses grands moments, notamment ses derbys légendaires face à l'ASEC Mimosa. Joueurs et supporters espèrent revoir cette affiche emblématique dans le calendrier du football ivoirien. Salif Yalekwe, Eric Kimo et Joseph Zécré nous offrent un tour d'horizon de cette situation. Yopougon Nyangon. Sur ce terrain de Maracana baptisé Timotel, ces passionnés de ballon s'adonnent à leur jeu favori. Une occasion d'aborder plusieurs sujets relatifs au football, notamment les derniers déroulements avant le début du championnat ivoirien, avec la situation de l'Africa qui retourne en Ligue 2, conformément aux décisions de l'instance fédérale, la FIF. Coach Zoumana Kone, ancien footballeur formé à la SEC, qui a évolué en cadet et en junior, souhaite revivre le derby. Il faut dire que ce derby manque au football ivoirien. Parce que dans le temps, les derbys à SEC Africa étaient très relevés. Et ça permettait au football ivoirien d'avoir vraiment des grands joueurs. Ouais, jusqu'au milieu des années 90, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était composée des joueurs locaux. Mais malgré ça, la Côte d'Ivoire faisait de bons résultats. Depuis une dizaine d'années, malheureusement, nos ex-voisins nous ont lâchés. Ils sont restés loin de nous. Bon, la SEC est restée seule. Bon, quand tu n'as pas de concurrents, mais il va sans dire que tu ne progresses pas. Comme lui, ces supporters du club vert et rouge, qui rêvaient déjà des matchs en Ligue 1, sont désillusionnés. Ça s'est vu sur ces dernières semaines, d'autant plus qu'on a fêté dignement notre montée en Ligue 1, avant le fameux coup d'État que vous savez. On a en mémoire comme ça, en 1998, le fameux derby à SEC Africa, où l'Africa était dominant sur le terrain, à tous les points de vue, bien sûr. Et il y a eu une occasion de Serge Magui Alain, qui fit un retrait pour Thompson Olia. Voilà, c'est un beau coup de tête, l'Africa a ouvert le score. Par contre, quand vous revenez en arrière, quand vous voyez les débuts à SEC Africa, regardez un peu, il n'y a plus de circulation au plateau. La FIFA était obligée de mettre ces matchs-là par moment les dimanches ou les samedis, de sorte à désengorger les voies. Vous comprenez? Et ça, ce sont des souvenirs qu'on a perdus. Louis Ruffin, ancien international ivoirien, vainqueur de la CAN 1992, ancien défenseur des Oyer, se souvient également des matchs entre ces deux rivaux de la sphère footballistique ivoirienne. Le derby Africa SEC, d'abord, ça se passe d'abord dès le lundi, le match se prépare parce qu'on connaît des gens comme les Canons, le pas de Très Bagnon, les gens dormaient dans les vestiaires. Parce que quand tu es là, toi, tu vas à l'entraînement lundi ou bien mardi, toi, tu vois déjà, la ville est mobilisée pour le match à SEC Africa. Le premier de chaque poule joue une coupe. L'Africa remporte et puis ils vont se retrouver en 2-2. Non, c'est pas bon. Pour le football ivoirien, c'est pas bon. La FIF, après la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport basé en Suisse,
qu'il a ordonné d'intégrer le club Isca en Ligue 1 de football, a décidé que l'Africa retourne en Ligue 2. À travers un communiqué, le club dirigé par Kouyo Théa Narcisse s'oppose à cette décision. Toujours en sport, mais cette fois sur le terrain du Maracana, un événement d'envergure mondiale approche. Du 25 septembre au 5 octobre 2024, la Côte d'Ivoire accueillera la Coupe du Monde de Maracana. Le ministre délégué des Sports, Adjé Silas-Mech, appelle à une grande mobilisation de tous les acteurs sportifs pour assurer le succès de cette compétition. Une rencontre a eu lieu cet après-midi pour galvaniser les énergies. Salif Yalekwe, Eric Kimo. Le Maracana a l'honneur en terre ivoirienne. Abidjan va abriter du 25 septembre au 5 octobre 2024 la Coupe du Monde. Une activité qui doit être couronnée de succès, comme la récente Coupe d'Afrique des Nations organisée au bord de la lagune Ébrié, selon les autorités ivoiriennes, qui engagent la mobilisation. Face aux acteurs du mouvement sportif ivoirien, le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas-Mech, a invité à l'implication de tous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sans l'avoir voulu, se voit honorée par l'ensemble des pays pratiquant la discipline sportive Maracana que des Ivoiriens ont inventé. Ce n'était pas budgétisé, mais le président de la République a décidé que cette première édition de la Maramonde se tienne effectivement. Il était donc indiqué que nous puissions organiser cette rencontre pour mettre toutes les fédérations en ordre de bataille, pour que dans la mobilisation sportive, dans les prières, nous puissions soutenir les éléphants maracaniers, pour que cette compétition soit organisée dans de bonnes conditions et que la Coupe du Monde reste ici, en Côte d'Ivoire. Un appel entendu par les présidents et autres responsables des fédérations qui ont répondu présents à l'appel. Nous accueillons les bras ouverts cette initiative et je pense que nous allons nous mobiliser pour que le Maracana soit une réussite. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous réussissions la CAN football, qu'on ne réussisse pas la CAN du Maracana. Pour sa part, le président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Charlemagne, rassure quant aux préparatifs. La compétition va réunir 16 nations venues de 4 continents, dont 10 africaines, 2 européennes, 3 pays américains du Nord et 1 des Caraïbes. On tourne à présent nos regards vers le Mali où les tensions sécuritaires continuent d'affecter le quotidien. Après les attaques djihadistes survenues mardi à Bamako, un calme précaire s'installe dans la capitale. L'état-major malien admet des pertes humaines dans ses rangs, une situation qui vient rappeler la fragilité sécuritaire du pays. Le point avec Mardoché Kouassi. Alors que le mode opératoire reste à déterminer, le JNIM a rapporté via ses canaux de communication que quelques dizaines de ses hommes avaient infligé d'énormes pertes humaines, des centaines de morts et de blessés dans les rangs adverses, dont des membres du groupe paramilitaire russe Wagner, allié de la junte au pouvoir à Bamako. Selon le groupe djihadiste, ces combattants ont détruit complètement 6 aéronefs militaires, dont un drone, en ont endommagé 4 autres, et ont mis hors d'état de nombreux véhicules. Le JNIM a aussi diffusé des vidéos de ces combattants déambulant dans le pavillon présidentiel de l'aéroport et incendiant un appareil de la flotte officielle. De son côté, l'état-major a reconnu mardi soir quelques pertes en vies humaines, notamment des élèves gendarmes. La télévision d'État a montré des images d'une vingtaine d'hommes prisonniers, les mains entravées et les yeux bandés. Des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré des corps calcinés. Les populations de Bamako, elles, ont réagi à ces événements. Nous sommes vraiment inquiets. L'inquiétude nous manque. On n'a juste pas le choix, car nous sommes obligés de sortir chercher le repas du jour. Pour moi, il y a une part de négligence de la part des autorités. L'état du pays les oblige à être constamment sur leur garde. Et il faut reconnaître que ce n'est pas une chose nouvelle. La situation dure depuis longtemps. Aujourd'hui, le Garbal de Faladié pose un problème.
J'affirme qu'ils passent par les gros cars pour venir se réfugier au Garbal, puis se faufilent ensuite parmi les populations via le Garbal. Faisons un test et allons fouiller le Garbal. Nous allons dénicher des suspects. Le bilan va au-delà des dégâts humains et matériels. Pour la première fois depuis longtemps, le JNIM porte à Bamako le combat mené depuis des années contre l'État malien. Alors que certaines régions du pays, dont le nord et le centre, où le JNIM est le plus actif, restent en proie à des attaques quasi quotidiennes, la capitale avait été préservée de l'insécurité depuis 2016. L'attaque de mardi est par ailleurs symbolique de la progression vers le sud du pays des djihadistes, dont l'objectif annoncé est d'atteindre le golfe de Guinée en attaquant les pays côtiers. Après plusieurs mois de cavale, le colonel Claude Pivy a été arrêté au Libéria, à en croire des sources guinéennes et libériennes. Rappelons qu'il était le seul accusé absent lors du verdict du 31 juillet dernier à Conakry, où il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Après son évasion, il était activement recherché. Et puis en football, la Ligue européenne des champions est désormais diffusée sur NCI. Le match au programme pour cette journée inaugurale opposait les Belges du club de Bruges aux Allemands du Borussia Dortmund. Un match qui s'est soldé par un score de 3-0 en faveur de l'équipe du Borussia Dortmund. Le rendez-vous est donc désormais pris avec vous tous les mercredis à partir de 18 h pour un plateau foot avec à la clé un match de la Ligue des champions. Et exceptionnellement donc demain, jeudi, nous vous offrons sur nos antennes une rencontre qui opposera l'Atlético Madrid et Leipzig. Et puis voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur les antennes de NCI.